All right. What do you do, c'est June pour DNR. Bienvenue à Entre les lignes. On est avec le légendaire K6 member Hosty One a.k.a. Morse Attack. What it do, what it do? Hey, 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 hey! Comment ça va, mon bro? Ça va, toi? Yes. Commençons direct dans le vif du sujet. On veut commencer au début, par le commencement. Parle-moi des premiers contacts, juste classic question. Premier contact avec la musique, avec l'art d'écrire surtout. Je sais que c'est plus où tu connectes sur la musique. Souvenirs d'enfance, man. On part de où? Oh, souvenir d'enfance, OK, on va loin, là. Tu sais, mon père, c'était un collectionneur vinyle. Okay. Après ça, il a fait l'erreur de scraper sa collection de vinyle pour tout acheter des cassettes quand il y a eu le Switch pour les cassettes. That's crazy. Ouais, grosse erreur. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu un peu ce background-là. Son meilleur ami à lui, les deux, ils avaient une petite compagnie de construction ensemble. Ils étaient trois, là, mais ces deux-là, le meilleur ami de mon père, c'est un musicien qui a gagné plusieurs Juno là, plus tard dans sa carrière. Fait que, tu sais, je baignais un petit peu dans ça. Il fait du folk, lui. Puis j'ai tombé en amour avec le rap en particulier. Je dirais que mon introduction au rap, c'est que mon père il aimait beaucoup la musique reggae. Fait que j'ai été exposed au reggae en premier. Ensuite, mon meilleur ami, quand j'étais jeune, il aimait beaucoup Michael Jackson. Il m'a introduit à Michael Jackson. Puis en fait, lui a été un pipeline pour moi dans la musique parce que sa grande sœur, tu sais, quand tu as une grande sœur qui écoute la musique, elle te fait le pipeline. Fait qu'il m'a introduit à beaucoup d'affaires, mais ça a commencé avec Michael Jackson. Il y avait la tune Black or White qui avait un rap dessus. Là, j'avais vraiment collé là-dessus, c'était dope. Et puis, mes parents avaient acheté une cassette des Olympiques, les Special Olympics, qui avait une tune de Run DMC dessus, qui était Christmas in the Hollies. Puis cette cassette-là, man, je l'ai tellement rewind que le bout de cette tune-là, on l'entendait plus, mais tout le reste de la cassette était oh comme shit, intact. le wear and tear sur le truc, là, est réel. Là. Fait que ça, c'est vraiment mon premier into it. Après ça, quand j'étais un petit peu plus vieux, là, on parle, là, j'étais à l'école primaire, il y avait Pump Up de Jam de Technotronic qui était sorti. J'avais acheté le CD, premier CD que j'ai acheté, puis il y a Yakid K, qui est une MC, qui avait une couple de raps là-dessus. Fait que c'était un peu ça, informelle entrée d'un jeune de la région qui n'est pas dans un milieu urbain. Mais après ça, ça go from there. Là. C'est normal, il faut commencer quelque part. Mais c'est incroyable que tu te rappelles encore de autant de petits éléments qui ont fait le somme. C'est cool parce que tu les as remarqués. Puis ça... J'imagine que ça se passe qu'une certaine curiosité de genre, hey, c'est quoi les autres? Ils chantent pas, mais ils ont un rythme cool, qu'est-ce qu'ils disent, c'est plus impactful, c'est plus meaningful, c'est sûr que ça... C'était différent, des formats classiques musique rock. Ouais. Puis, après ça, très peu de temps après, c'était CD de Wu-Tang, là, fait que là, ça a tout changé. Ouais, c'est ça, absolument. Parlant d'albums marquants comme Wu-Tang, y a-t-il d'autres albums que, en grandissant, tu sais, on a tous ces albums-là que t'écoutes ça puis tu te rappelles de comme quelques mois, quelques années où j'écoutais juste cet album-là en grandissant puis ça... Tu peux pas écouter ça sans penser à ce moment-là, essentiellement. T'as-tu un album dans ce genre-là, je pourrais dire? Ouais, plusieurs. Tu sais, dans ce temps-là, justement, c'était l'achat de CD, tu sais, fait que t'avais juste des petits morceaux de musique, puis là, il fallait que tu accumules tes morceaux de musique, tu sais, ton répertoire que tu avais accès. Puis, tu sais, j'avais pas full cash, fait qu'au début, c'était des CD, j'avais acheté une couple de CD. Après ça, je suis tombé un peu dans le... ne pas payer pour les CD. Type beat, mais fait que j'ai accumulé une petite collection tranquillement, mais for sure, Wu-Tang 36 Chambers, de loin, ça a été l'album que j'ai plus écouté. C'est quel moment dans ta vie, c'est quoi qui se passe, mettons? Peux-tu me new picture un épisode de genre... Wu-Tang, en fait, moi, quand j'ai découvert ça, je faisais le timekeeping pour le tournoi de hockey de mon père. Puis lui jouait avec un garagiste. Le garagiste, il avait deux fils. C'était deux jumeaux, deux gros bullies, les Kent Brothers. Ah ouais, c'est pas... Puis vu que moi, j'étais un peu dans le circle, tu sais, ils m'ont... Tu sais, j'étais un peu leur protégé, si tu veux. J'étais plus jeune qu'eux. Puis... L'ami du père. Puis tu sais, vu qu'eux, c'était les gros bullies là, dans la place. Là.
Fait que, tu sais, je leur demandais toujours, OK, guys, c'est quoi qui est cool à écouter? Là? Fait qu'ils m'ont put on Wu-Tang. Puis toute la mythologie de ça, je dirais au positionnement temporel, j'étais probablement, c'était avant le secondaire, je pense. Ça devrait autour 6e année secondaire 1 type shit, là, à peu près. Puis, ben c'est ça, j'étais un petit gars de région qui habitait sur un chemin de terre, qui fumait du pot dans le basement, dans le sous-sol des parents en écoutant Cypress Hill puis Wu-Tang. C'était un peu ça l'univers. Là. Oui, 100%. À ce moment-là, comme tu dis, la collection, c'est une autre époque, là, justement. Après ça, c'est sûrement un petit peu plus longtemps après ça, quand même, que tu as découvert la piraterie informatique Ouais. Ça, c'était un peu plus loin. Parce que tu me faisais le lien avec les deux, là, mais ouais. Ouais, nous, dans notre maison, on n'avait pas vraiment... tu sais, on a eu un ordinateur très tard, tu sais, mais j'ai jamais eu de C'était qui le pusher de Nintendo. CD? De CD piraté, c'était qui? Ah ben, tu sais, quand Napster est sorti, j'allais juste poigner direct sur Napster. J'achetais pas des CD brûlés, mais moi, je m'en faisais pour moi. Tu sais, quand mettons, là, quand je suis en secondaire 3 environ, de où est-ce que je viens, moi, j'allais à l'école à Sherbrooke, mais je viens des cantons de l'Est, dans un petit chemin de terre, là, un chemin de canton. Mais, tu sais, j'ai comme vite découvert le rap underground, là, genre Def Jux, tu sais, Company Flow, Cannibal Ox, des affaires de même qui étaient comme pas... tu sais, le monde n'écoutait pas ça, là, dans mon école. En fait, les gens n'écoutaient pas vraiment de rap. Ils écoutaient du punk. Le rap, c'était pas vraiment cool jusqu'à ce que les films de skate en mettent. Fait que moi, j'étais comme un peu en avance. J'étais pas comme... Précurseur. Ouais, j'étais pas... tu sais, j'avais mes t-shirts de Wu-Tang, puis le monde, il comprenait pas. Whatever. Fait que tout ça pour dire, non, fait que les CD gravés, pour moi, la porte d'accès au rap underground, le New York underground rap, ça a vraiment été Napster. Puis là, je suis parti sur une autre branche complètement, que même quand le mainstream rap a été rendu accessible dans ma région, moi, j'étais déjà ailleurs. Ça t'a permis d'être plus autonome dans ta découverte, puis moins 100% comme, pas victime, mais tu sais, juste comme quelqu'un qui n'a pas le choix de prendre ce qu'il voit dans son quotidien. C'est vraiment parfait. On peut faire un petit jump dans le temps, direct à parler de ton implication dans le K6. Je pense au K6C, je pense à des membres proéminents, je pense à Philly, je pense à P-Doc, je pense à Jam, je pense à Monkey, j'en passe. Je pense à toi, évidemment. Est-ce que tu pourrais... Parce que c'est un peu le Wu-Tang de Montréal. ouais, exactement. Ouais, Wu-Tang de Montréal, en effet. Juste pourquoi j'ai pas le choix d'en passer, parce que je passerais beaucoup de temps à énumérer les personnes. Mais tout ça pour dire, si j'étais pour faire un film de la vie de tout le monde, comment que ça s'est assemblé, est-ce que tu pourrais me décrire la scène qui résume un peu le moment où que... Le moment de création? Ou ben surtout où que toi t'as join in. Okay. Ou que c'est comme la scène, ou que c'est comme là, c'est là que Steve Wonder rentre en scène. Ben mettons cours montage, training, montage pour mettre le contexte. Moi, j'arrive à Montréal, j'ai 17 ans. J'ai fait l'erreur de pogner un appart avec un gars qui allait au cégep d'Ahuntsic. Fait que j'arrive chez Ahuntsic dans l'autre fucking bout du monde. Moi, je suis ici pour faire du graffiti. C'était vraiment ma passion première. Je m'en vais au festival Under Pressure. Je rencontre un gars qui s'appelle Serre. Il passe son book. Je fais un throw-up, un truc de même. Dans son book, puis j'ai fait un truc, c'est un throw-up, une ligne. Fait que là, tu sais, le crayon lâche pas le chose. Il avait été super impressionné par mon throw-up. Fait qu'il m'a dit Yo, on va connecter, on va aller bomber. Moi, je connaissais personne ici à part mon coloc. Fait que c'était mon premier contact avec la scène hip-hop montréalaise. Puis lui était dans un crew qui s'appelait Hold Up Visuel avec Monkey, un autre gars qui s'appelle Rhoda, puis notre boy Sirac. Puis de ce petit crew-là, ils m'ont embarqué dans le crew. J'avais eu un très bon contact avec Monkey aussi, puis avec Sirac. La chimie s'est bien faite. Ça tout le monde d'ailleurs. Ils m'ont embarqué dans le crew et puis ils voulaient faire un changement de nom de crew parce qu'il y avait un membre qui causait des problèmes. Fait qu'ils voulaient l'écarter du crew. Fait qu'on a changé de nom, puis c'était dans mon appartement sur Grand Trunk à Pointe-Saint-Charles. On a fait un trip de moche ensemble. Fait que c'est ça la scène. On est sur le moche.
Il y en a deux ou trois qui sont partis faire des graffitis sur la rue, se sont fait pogner. Wow. Mais dans le contexte de ce trip de moche-là, moi, je me tortillais à terre des bouts. C'était une scène très vivante, pleine de special effects. Oh, ouais, c'est ça, exactement. Pour visualiser qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Là. C'était super fly, puis on était super high. Et puis, c'est vraiment là, Serre, qui était le gars qui m'a introduit à la gang, il avait eu l'idée de faire un nom où est-ce que c'est comme les lettres épellent un mot. Puis lui, il travaillait chez Post Canada, puis il avait vu le code postal K6. Wow! C'est ça, qu'est-ce que c'est ça? Cassé, qu'est-ce que c'est? Fait qu'on avait tout comme trippé, tu sais, on est sur le moche, là. C'est ça, là! C'est ça, ouais, absolument. Fait que c'était ça. Je vois l'idée, non, mais 100%, ça reste, c'est normal, ça stick quand c'est hot comme ça, là. 100%. Parlons, c'est ça, K6, tout ça. Ton implication dans les Word Up, dans les premiers, à ce jour, avoir participé en tant que battle rapper dans des plus iconiques Word Up qui est sorti à ce jour. Je serais curieux de savoir, as-tu des battles qui t'ont plus comme qui t'ont marqué, comme dans les battles que tu as jugés? Parce que non seulement ça, mais tu as fini par être juge aussi, là, tu sais, je veux dire, tu as été respecté dans le milieu, puis c'est tout à rightfully so, là, honnêtement, là. T'as-tu certains battles que tu as jugés, qui t'ont vraiment marqué, qui sont comme tes préférés for whatever reason? Que j'ai jugé. Ben, tu sais, c'est sûr pour moi, les battles les plus. Tu sais, moi, j'ai fait le deuxième Word Up. Le premier et le deuxième étaient au Sino Shop, une petite boutique. Fait que l'ambiance était assez incroyable. Fait que le premier Word Up, c'était quelque chose d'assez légendaire. Après ça, il y a eu ça au Bain Mathieu. Puis là, c'est comme, tout d'un coup, c'est comme, oh shit, ce petit truc-là, finalement, c'est vraiment gros. Fait que ça, c'était assez marquant. C'est là que j'avais battle contre Loud, juste après qu'un dude qui s'est fait stabber dans le cul. Ça, c'est wild avec un stuff. pic à glace. Ça a un peu fucké l'événement, mais... La seule fois que c'est arrivé, je pense. Ouais, la seule fois que c'est arrivé, mais ça, moi, je battlais juste après, fait que ça a un peu fucké mon flow. Au niveau de... fait que, tu sais, ça, c'est comme ces deux événements-là très marquants. Au niveau de ceux que j'ai jugés, c'était vraiment une bonne question parce que c'est difficile de faire un ranking des préférés, tu sais. Ils ont toutes des saveurs différentes, tu sais. Pour moi, c'est comme... Let's c'est go quoi with ta bière préférée? Oui, c'est ça. Let's go with le plus marquant, I guess. Là, Tu sais, qui t'a surpris le plus, là, tu sais. Qui m'a surpris? Là, tu sais, que tu te rappelles encore à ce jour, là, que tu été agréablement surpris, ça peut être oui, là. Peut-être c'était Jam versus Suspecté. Ouais. C'est sûr que c'est un gars de mon team, tu sais, puis un gars d'un autre team très, très fort aussi. Fait que c'était un très bon clash des titans. Les deux ont comme fait un peu leur style de chaque bord. Oui, puis c'est tellement des styles qui clashent un petit peu, l'agressiveness, mais puis le niveau. Ouais, le niveau était là. C'est Ce que j'apprécie de ce battle-là, peut-être pourquoi je le choisirais, c'est que j'étais très content que Jam... Tu sais, moi, quand j'ai commencé les battles, en fait, mon premier battle, c'est mon premier rap ever en public enregistré, tu sais. Fait que c'était mon introduction J'avais même pas fait de tune là, avant ça. That's crazy. Et puis, j'ai tombé dans le piège de suivre les codes, tu sais, de comme, OK, tu sais, on va faire on va faire les codes, on va être méchant, puis on va parler de choses whack. J'ai un peu des regrets sur mes stratégies face à mes premiers battles. Mais ce que j'avais aimé de ça, c'est que Jam, il a comme brisé les codes. Il est comme, OK, on peut gagner un battle en n'étant pas agressif, méchant. Mais tu sais, il était baveux en crise, là. Mais tu sais, il a amené l'approche du gars gentil qui win un battle. Puis je pense que ça a peut-être eu une influence sur la scène. Je trouve. Fait que peut-être je piquerais lui, mais il y en a tellement d'autres, des bons à choisir. Là. 100%. Là, c'est très valide que c'est dur à chercher. Aussi, je suis super biased parce que Jam, c'est mon boy. Là. Oui, 100%, mais moi, Jam, je pense que c'est top.
2-3. Sinon, le Ever, le To Me, le Personally, surtout le style-wise. Shout-out à Suspecté aussi, oui, qui est dans les top. Qui est up there aussi, aussi, c'est comme vraiment top. C'est les styles, justement, que lui, ça fonctionnait plus pour lui, ce genre de style comme un peu plus agressif, c'est une mean thing, genre. Fait que c'est vraiment cool le contraste de ça, là, 100%. Moi, je me rappelle, ça a été révolutionnaire presque le voir ça arriver. J'ai regardé ça en retard là, avec YouTube et tout, mais still que je trouvais ça très sick. Juste une petite classique, Really Shit Ever Wrote dans tes tracks, dans n'importe quoi, l'affaire, la bonne vieille bar. Ben, mes meilleurs bars ne sont pas encore sortis. J'aime ça. On va en parler de ça. Tu sais, moi, je suis pas vraiment un bar rapper. Je suis pas set-up punchline, c'est pas vraiment mon style. Je suis plus moi, je vois ça comme un cinéaste. Peut-être, j'aime mes chansons, c'est un univers, c'est une thématique. l'imagerie beaucoup. Ouais, exactement. Ouais. Fait que je dirais au niveau, puis tu sais, Morse Attacks parce que j'aime que mes shit soient codifiés. Exactement, l'influence Wu-Tang, j'aime qu'il y ait plusieurs layers que les gens peuvent peut-être comprendre plus tard ou avoir leurs propres interprétations. Donc, je pense que dans ma plus grosse densité de complexité, ça serait peut-être Knowledge avec Filigrane que j'ai drop récemment cette année. C'est une incroyable tune. Moi, j'invite n'importe qui écoute ça à cliquer sur pause 2 secondes, aller écouter ça, puis revenir. Bien entendu, Knowledge, c'est crase de grosse track. Fait que peut-être celle-là au niveau des lyrics, mais c'est plus l'ensemble que le... Aussi, ce track-là, je tiens la même rime tout le long. Ouais. Actually, mon album que je suis en train de... J'ai sorti quelques tunes, là, mais presque tous les tracks, c'est ça. Je tiens la même rime, tout mon verse, tout le temps. C'est comme un exercice de style un peu. Mais ouais, bar-wise, je savais pas. Non, mais parce que c'est parfait parce que là, tu as parlé de ton nom aussi, qui est essentiellement, tu veux que le monde décode le morse, qui est très sick. Avec ton nom, tu étais déjà très établi avec le premier nom. On va finir sur le passé en closant là-dessus. T'avais-tu une raison particulière? Pourquoi tu as changé? Absolument, 100%. Fait que Hosty One, c'était mon nom de graffiti que j'avais choisi. Parce que quand je suis arrivé à Montréal, moi, mon nom de graph, quand j'étais à Sherbrooke, c'était Demos, le peuple, Demos. Et puis, quand je suis arrivé à Montréal, il y a un autre writer très, très bon qui s'appelait Demzer. Fait que c'est Dems. C'était 2 fois le même nom, c'était un peu trop proche. Puis j'ai beaucoup de respect pour Demzer aussi. Shout out Demzer, GSM Crew. Et donc, je voulais changer de nom. Je voulais quelque chose de... Tu sais, justement, comme... C'est un truc dans le graffiti que, genre, tu veux pas avoir le même nom que quelqu'un d'autre, mais il y en a tellement partout sur la planète que je suis comme, OK, il me faut quelque chose d'unique et québécois. Fait que c'est là que je suis tombé sur l'idée Hostie. C'est comme une exclamation. Et la musique, ce que je faisais dans le temps de ce nom-là, avant que je fasse mon retour aux études, dans le fond, j'étais beaucoup dans le party, l'alcool, la drogue. Fait que mes tunes, ça parlait de cul, ça parlait de weed, puis ça parlait de faire le party. Il y avait des petites doses de knowledge par-ci par-là, de knowledge, mais comme le main thing, c'était ça. Et récemment, comme pour ceux qui ont vu La fin des faibles, End of the Week, j'ai commencé à faire l'animation avec End of the Week. Il y a eu La fin des faibles, puis il y a un projet qu'ils font qui s'appelle le MC Challenge 12-17. C'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et on fait du coaching dans les écoles. Et puis là, vu que j'avais fait mon retour aux études, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de musique. Donc, comme à partir de 2016, j'avais un album de préparé que j'ai jamais sorti. Les tunes sont sur mon ordi, mais ils ne sortiront pas. Et ensuite de ça, c'est ça, j'ai eu une grosse pause. Là, je reviens un peu sur la scène. Je suis comme, OK, je vais recommencer à produire des tunes. Là, je fais ces ateliers avec ces jeunes-là, puis je suis comme... Là, je suis rendu un mentor pour ces jeunes-là, puis je veux pas que, tu sais, j'arrive, puis je suis comme, moi, c'est hostie, puis là, ils aillent checker mon SoundCloud, puis c'est comme des affaires d'alcool, puis tu sais, je suis juste plus dans cet univers-là du tout. Ma démarche artistique, elle a complètement changé. Donc, un changement de nom, ça... Changement d'époque, changement de personnage dans ce rap shit que c'est nécessairement, il y a une partie personnage qui
toi amplifié, Exact. mais quand même toi, ça, on peut se le dire, c'est un personnage à un certain point. Exact. Puis ben c'est ça, changement de personnage à ce moment-là. Un peu comme Tyler fait à chaque album. Exact. Mais genre, comme ça. Non, c'est très... Plus au niveau de La personnalité aussi. Ça marque un changement dans sa Ouais. vie. Je veux que tu me crées un Frankenstein rabouté de chaque skill que tu peux avoir as a MC, as a rapper, de genre ton best. So, le flow de lui, les bars de lui, qu'est-ce qui crée ton GOAT Frankenstein? OK, comme je prends des rappers connus puis je te crée le Whoever ultimate. dans tes. Ouais, que ça peut être dans des affaires underground que toi t'aimes juste tellement comment que lui écrit que c'est là, bon, lyricist. Ouais. Je dirais au niveau des lyrics, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment, j'aime le côté esthétique, j'aime le côté codifié. C'est sûr que, tu sais, Jizza, Inspector Deck, ça serait les absolutes références pour un peu mon style. Ghostface aussi avec ses affaires un peu déconnectées, là, des phrases bizarres avec des mots déconnectés. Mais je dirais vraiment présentement, au niveau de l'écriture, je dirais Lupe Fiasco, c'est probablement dans mon style d'écriture préféré. On peut parler aussi des beat selection. J'ai une liste là, si tu veux. Je pourrais te faire beat selection, flow, direction artistique générale, la personne même, bro, si tu veux. La personne, c'est difficile parce que tu sais jamais si tu les connais pas. For what you know about it. Mais for sure, ouais, ça au niveau des lyrics, au niveau de comme l'impact, le punching, le genre d'effet comme quand cette personne-là arrive sur un posse cut, toutes les autres ont l'air gris, puis lui, il a l'air rouge, c'est Redman. Ouais. Redman, quand il embarque, il marque, c'est comme un c'est. point d'exclamation au début, point d'exclamation à la fin. Fait que je dirais au niveau de comme peut-être la présence, le charisme, Redman, qui a une démarche complètement différente de Lupe. Lui, c'est du punchy, funny stuff. Au niveau du flow, j'irais dans des zones genre... moi, j'aime les gens qui ont un flow distinct, tu sais, qui ont comme un genre de trademark flow. C'est sûr que c'est nice, les gens versatiles. Moi, en fait, je tombe un peu plus dans la catégorie versatile parce que j'ai pas exactement trouvé un flow original, mais ceux qui ont un flow original, je trouve ça vraiment dope. Comme Tony Sawyer ici au Québec et son propre flow, j'apprécie vraiment ça. Au niveau des MC américains, qui sont ma plus grande influence, je dirais peut-être genre Pharoah Monch, il y a comme un flow vraiment intéressant. Qui d'autre? Dans Jadakiss peut-être. Un flow que beaucoup de gens ont copié aussi. Dans ces zones-là. Après ça, est-ce que le Frankenstein fonctionne? Là? Oui, c'est ça, c'est le un cerveau de Lupe, Jizza, puis t'as genre les bras de Redman, puis comme ça correspond pas trop. Là. Exactement. Mais c'est vraiment intéressant de voir toutes les différentes réponses qu'on a de ça. Surtout les eras, d'où viennent le monde qui ont été pigés, genre là. Je pense que ça après crier du monde d'entendre certains Frankenstein d'autres personnes, là, juste comme les... Mais c'est vraiment très, très, très intéressant là, pour que c'est cette partie-là. C'est une bonne question. C'est une question, les gens à la maison, vous devriez tous réfléchir à ça. 100%. C'est une bonne question. J'aimerais revenir avec une réponse plus structurée. Plus Splash Town, je devrais commencer à l'envoyer low-key, là, comme là, prépare tes questions. Je vais te poser ça. C'est une très bonne question. Ouais. Ah, puis 100%, juste pour le record, là, ça c'est un vieux thing sur les posts de news de genre basket ou whatever. C'est comme Who would you have as a Gold Frankenstein? C'est le shot à Curry, le dribble là, tu sais. C'est un concept que j'ai juste comme repurpose, mais 100%. Bon concept. Continuons avec des choses plus récentes. T'es sur une run avec beaucoup de singles, il y a comme un concept avec les photos, j'aime beaucoup avec le rond au milieu, comme ça tu peux le voir avec le... Ça, hein? Ouais, c'est très... J'aime l'idée en arrière. Ça remonte de, si je me trompe pas, la track avec Jam et P-Doc, je pense que tu avais fait ça en premier. Est-ce que je feel comme si c'est peut-être quoi un... La rondelle, elle a commencé, j'ai fait un double track avec Blue Nose et Saint-Sucré. Oui, facts. Le orange là, un peu avec le avec le barbecue. Le label de sauce piquante. Ouais. Yeah, exactement. Okay. Parfait, mon erreur, ma bad. T'es sur une run de single,
Puis j'ai l'impression, ça lead-tu, c'est-tu un rollout? C'est quoi qui se passe? Peux-tu plus nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un album. Il me reste 2 tunes à sortir. La première et la dernière de l'album, OK. qui va comme closer. Mais effectivement, toutes ces tunes-là, ils ont une esthétique commune. Les productions principalement par Morty Viventir. Une tune de Sevdi, une tune de l'Aube. Mais qui ont toutes un peu le même vibe, super jazzy. C'est vraiment jazzy, c'est vraiment smooth. Mon idée derrière ça, en fait, j'ai toujours aimé ce style de rap-là, puis je trouve mon pocket est bon là, mais Incroyablement. il y a un autre layer de ça, c'est que ma blonde, ma conjointe, elle est TDAH. Puis elle a de la misère avec certains styles de musique parce que ça overstimulate. Puis tu sais, j'ai remarqué que comme il y a des trucs qui marchent vraiment bien dans l'atmosphère quand je mets, fait que je suis comme, OK, je vais essayer de faire un album qui est sensible à ça, genre à comme une écoute facile, quelque chose que tu sais, tout le monde peut un peu apprécier. Les lyrics sont très complexes, mais l'intention de l'album, c'est que ça soit écouté un peu en background. Je suggérais beaucoup l'album, vu qu'il est tout cohérent, là, il y a toute la même esthétique, la même énergie, je suggérais vraiment les gens d'écouter ce truc-là comme quand ils réfléchissent, qu'est-ce que je pourrais mettre pour étudier ou genre, tu sais, prendre un café le matin. T'as fait des playlists du genre comme ça. Ouais, des playlists ça faisait rap partie relax, de ton rollout, j'imagine, un peu comme montrer l'idée de qu'est-ce que tu peux faire avec la musique. Puis tu regardes, en passant, moi aussi, je fais un peu ça, mais ça donne l'effet. En fait, si vous allez sur mon compte Spotify, bon, pas mon compte d'artiste, là, mon compte perso, j'ai tellement de playlists ultra curate. C'est tout genre une dizaine d'heures minimum. Très, très tranché. Tu sais, des playlists de rap, j'ai comme tous les genres, là, du funk, du hi-fi, G-funk, trap, whatever, smooth boom bap, old school. Fait que je suis très curational. Genre, j'aime curate les affaires. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Puis j'avais fait une playlist justement de genre de smooth rap que je pouvais jouer quand ma blonde est là. Et puis, c'est ça. J'étais comme, tant qu'à un moment donné, j'ai eu comme l'idée, tu sais, je pourrais mettre mes tunes dessus. Puis pousser ça pour que les gens puissent suivre un peu le délire. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, cette playlist. C'est cool. C'est une très bonne playlist. Puis surtout, toutes les tracks que tu sors, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'aller chercher du monde dans ton entourage, comme ta conjointe, qui est comme plus sensible à certaines parties, que c'est comme, comme un baromètre quelconque avec elle qui va plus pouvoir te dicter à quel point tu dépasses le threshold de qu'est-ce que tu veux peut-être pas aller chercher dans ce track-là. C'est cool. C'est très apprécié. Pour ceux qui veulent voir la playlist, ça s'appelle Relaxed Rap Reflections. Relaxed Rap Reflections. Parlant de nouveaux singles, t'as fait beaucoup de contenu sur les réseaux. C'est quelque chose qui est rendu beaucoup commun, même voire essentiel, en fait, là, on va se le dire, à un certain point pour ce publish. Tu navigues ça comment, toi? Le contenu, comment t'aimes ça? Tu parles de... J'aime l'aspect, tu sais, comme vu que je suis un artiste visuel aussi, tu sais, j'aime ça, tu sais, gosser des petites vidéos. Je fais ça broche à foin chez nous, mais tu sais, j'aime beaucoup le cinéma, fait que ça me permet de comme tester des trucs, m'exprimer dans ce médium-là. Toutes les covers, c'est moi qui les design. Tu sais, je suis pas le plus grand artiste visuel au monde, mais je trouve ça le fun d'avoir un petit purpose, là, un petit, là, j'ai un petit objectif de faire un truc. Pour ce qui est des stories, j'essaie de trouver des petites manières créatives, mais je vais dire en toute franchise, genre, j'aimerais vivre dans un monde où est-ce que j'aurais pas à faire rien de ça. Tu sais, c'est comme, moi, je veux, pour vrai, là, je veux même pas faire la direction artistique ou la production ou tout ce qui est pas être dans le booth puis rapper, ça me tente pas tant que ça de le faire. Je le fais parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est le fun qu'au moins les gens écoutent un peu ce que tu fais, là. Fait qu'il faut avoir un genre de support, sinon c'est comme des arbres qui tombent dans la forêt puis personne les entend. Mais en même temps, j'ai pas d'ambition de faire autre que ça soit mes amis qui l'écoutent, là. La reconnaissance
La Fait que reconnaissance des pairs, là, c'est exactement. principalement du monde Ou, que tu sais, tu values plus. du monde comme vous autres, qui est un Très média, apprécié. que vous suivez les trucs pertinents. Tu sais, je suis super content que vous m'invitez ici. Fait que ça, c'est dope. Mais genre, j'aimerais vraiment qu'on puisse se débarrasser de ça. Puis, genre, comme juste, tu sais, il y a du monde qui sont faits pour être des générales, il y a du monde qui sont faits pour être des soldats, whatever. Tu sais, moi, je veux pas être général d'une armée. Moi, je suis un fucking sniper. Mais moi, dans une cache à sniper avec un filet, puis juste 10 mots de tirer, puis je vais fucking frapper la cible. Mais genre, le reste, je m'en calisse. C'est légitime, c'est légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de. Stifili qui dit ça dans une tune. Il dit je voulais juste être comme un rappeur, pas faire du contenu, comme pas Straight juste up, de man. même, là, tu sais. Fait que je peux 100% voir. Autant que je peux tellement relate à la partie que tu me parles du fait que c'est comme. Il y a quelque chose de le fun à comme découvrir un nouveau média as C'est an le fun. artist. Ouais, exact. Et là, tu touches à tout, mais là, après ça, c'est comme. Ça, j'aime. L'autre chose qui est d'être dans le boot, ça, j'aime ça assez pour Ouais. comme. Genre grind ça. Tu sais, l'autre, je vais me tanner vite parce que c'est un. C'est pas que je jaillis ça, per se. Mhm. C'est que, tu sais, c'est le fun de le faire, mais c'est que, comme, tu sais, j'ai vraiment d'autres choses à faire dans ma vie, tu sais. Puis moi, pour moi, le rap, c'est juste comme mon hobby Yeah, same. que j'aime faire. Puis c'est cette partie-là que je veux investir mon temps parce que j'aime ça marquer le temps dans ma vie avec des chansons. Je trouve que c'est une belle façon de marquer. C'est comme placer des bornes dans son timeline, tu sais. Ouais. C'est le fun, tu réécoutes les vieux trucs, puis ça te remet dans un esprit. Fait que c'est... Ouais, mais... tu sais, c'est ça. Si je voudrais vraiment... Tu sais, je fais le contenu à la mesure que c'est le fun. J'irai pas plus loin. Je sais que, tu sais, des jeunes artistes maintenant qui veulent vraiment investir puis faire pop leur carrière, il faut qu'ils aillent vraiment plus loin que ce que je fais. Puis il y a des gens qui sont motivés puis créatifs dans ce terrain de jeu-là. C'est vraiment dope. Mhm. Mais moi, j'ai pas vraiment la motivation. Ouais, c'est normal à un certain point. Quand tu veux faire de la musique, tu veux pas. Exactement. Faire la musique, c'est Faire ce rap. On fait le rap. C'est quoi. Petite question philosophique, OK? C'est quoi pour toi make it? Réussir? Réussir dans cette chose-là. On parlait tantôt de validation des pairs. Il y en a qui ça s'arrête là, d'autres c'est commercial, d'autres c'est ça. Il y a une ligne dans le sable. Toi, pour toi, tu la mets où? Tu la mets-tu. Parce que... C'est une bonne question, puis je dirais, tu sais, pour moi, réussir dans le rap, c'est pas un de mes objectifs. Comme je disais, pour moi, c'est un hobby. Fait que pour toi, tu la mettrais plus haute, mais en disant, je suis juste pas là, parce qu'il y en a beaucoup qui la descendent en dessous des autres. Ben, je vais te mettre Ça, un c'est correct. contexte. Pour moi, le rap, c'est comme le sudoku. Tu sais, il y a du monde qui aime résoudre des sudoku, puis tu as un petit boost d'adrénaline quand tu fais ta ligne, là, ou des mots croisés. Là. Moi, c'est ça, écrire un track. J'ai une petite dose d'adrénaline quand je suis comme « Yo, c'est donc bien fly ». Puis quand tu le dead au bout, le faire en show aussi, ça fait ton petit boost d'adrénaline. So, la réussite pour moi, c'est genre réussir mon sudoku, être content de mon track, puis whatever. La réussite dans la vie, je vois ça très différemment, puis je vais amener le concept de l'ikigai, qui est un mot japonais, qui parle de quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu fais quelque chose qui sert à ta communauté, puis tu fais quelque chose qui te permet d'avoir un revenu ou de soutenir Le ta Venn vie. diagram de ces trois-là. Le Venn diagram de ces trois affaires-là, c'est le ikigai. Puis souvent, c'est difficile. C'est comme des power bars. Là, tu montes dans un, tu descends dans l'autre. Tu fais quelque chose que tu aimes, moins payant. Whatever. Mais quand les trois s'harmonisent, et moi, ces trois-là s'harmonisent dans ma carrière professionnelle plus que le rap. Fait que non, parfaitement. Mais c'est ça ma définition de la réussite. La réussite. Ouais, c'est hit le ikigai. Parfait, j'ai demandé le rap, là, j'ai eu la vie et le rap comme réponse. Je peux pas être plus content de ça. Y a-tu des choses dont on peut revenir plus dans le présent, plus dans le futur même? Y a-tu des choses que t'as comme d'autres goals avec ça ou tu continues justement, comme tu disais, à mettre ça plus comme des boussoles au travers le temps? T'as-tu des objectifs dans 5 ans, je vais avoir fait ça ou quoi que ce soit? Tu vas vraiment plus avec cette paix intérieure-là que ça t'apporte d'avoir cet équilibrium-là. Exact. Tu sais, j'aime ça me donner un petit rythme, là, comme c'est la même chose pour mes graffitis. Il faut que je me motive. OK, je vais aller acheter un peu de peinture et je vais essayer de me dire, je vais en faire 5-6 cette année, là, ce qui n'est pas beaucoup. Là. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires qu'il faut. Tu sais, il faut quand même que tu nourrisses un peu le feu, il faut que tu mettes un peu de bûche parce que c'est très facile, tu sais, comme partir sur sa vie puis pas investir du temps là-dedans.
C'est Ça sûr. prend une discipline quelconque, là, Ouais. c'est nécessaire. Là, ça. C'est sûr, pour moi, j'aime ça quand ça se marie J'aime beaucoup l'aspect social du graffiti puis du rap. Tu sais, il y a quelque chose de nice de faire des collaborations. Fait que vous allez voir, toutes mes tunes, c'est tout le temps des collaborations, là, avec une exception près sur l'album. Mais en général, j'aime l'esprit social. Ça permet de faire un chilling. Fait que c'est comme 2 pierres d'un coup. Fait qu'au niveau d'objectifs, non, mais tu sais, je suis comme, OK, j'aimerais ça faire peut-être une tune par mois, mais si j'atteins pas mon objectif, j'en pleure pas. Mais je pense que pour les artistes, s'il y a des artistes qui écoutent présentement, qui sont comme plus jeunes ou qui sont, tu sais, comme avoir des objectifs. Si tu veux réussir dans le rap, dans le fond, d'avoir ton ikigai avec le rap, là, c'est pas juste les objectifs. Il faut en premier que tu aies une vision claire. De ta vision va se décliner multiples objectifs. Nécessaire pour Faire accomplir. X nombre d'albums, faire X nombre de shows, faire X nombre d'argent avec mon show cette année, faire X nombre d'entrevues. Plusieurs objectifs. Puis dans chacun de tes objectifs, tu vas avoir comme des moyens d'intervention. Comme qu'est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif-là. Puis d'avoir un plan clair comme ça, c'est vraiment la clé du succès. Genre, si tu n'as pas ça, puis tu as du succès, ça va être un peu un hasard. Ouais. Là, ça se voit de plus en plus aussi. Là, puis ça se voit aussi de plus en plus que c'est eux autres qui grindent le plus dans certaines manières, Exact. avec une idée en arrière. Tu sais, on n'est plus dans le paradigme de l'industrie que tu peux être juste extrêmement bon, puis créatif, puis original. Puis là, il y a comme un record label qui vient, puis qui dit « Wow, on va investir dans cet artiste. » C'est plus ça, là. C'est genre, même les labels, ils investissent dans les artistes qui ont déjà leur propre momentum. Exact. Donc, juste être extrêmement talentueux, c'est vraiment pas assez. C'est comme même pas un critère, je dirais que c'est critère numéro 5 dans le critère de la réussite. Il est comme nécessaire, mais il y en a d'autres qui vont te mettre en avant de quelqu'un qui est peut-être à 50% du critère. Exact. À mon avis, peut-être que j'ai tort, mais c'est Oui, ce parce que que j'observe c'est la subjectivité de l'art qui vient comme prendre ça plus une opinion que comme un simple fact, mais après ça, il y a des affaires qui peuvent être pondérées là, dans les skills. Après ça, c'est plus mon constat de la scène aussi, parce que je vois comme clairement dans mon milieu, qui est le hip-hop québécois, comme les gens que moi j'aime le plus, il n'y a pas une corrélation directe avec le succès nécessairement. Sauf que ceux qui ont du succès sont presque tous excellents aussi. Oui, en plus, c'est c'est une nécessité pour être comme up there, rester up there, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de la partie éphémère là, de ce qui se passe avec ça. Là. Non, 100%. Y a-tu des. Juste. Je sais pas combien on est à de temps. Hein? Magnifique. On peut enchaîner plus vers les. 40. On n'est pas loin du 40. Ok, parfait. Mais oui, Y a-tu des choses que tu aimerais. Pour on the spot, c'est des shows que tu vas faire partie, des événements que tu veux shout-out qui vont arriver dans les prochains temps, que tu aimerais put on sur la plateforme? Présentement, non. Je dirais comme honnêtement, comme ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que le monde aille sur mon Spotify ou mon Apple Music ou whatever plateforme et juste aller checker mes tunes. C'est pas, il n'y a pas un événement en attente. Check le catalogue, J'ai envie de dire, le gold il est là. La manière moderne d'ailleurs d'acheter comme un peu un CD de quelqu'un, c'est d'aller cliquer sur le petit, surtout Spotify, il y a souvent un équivalent, il y a une petite place, c'est follow en haut. Ça, c'est comme une des affaires les plus faciles que tu peux faire sans downloader toutes ces tunes dans ta playlist. Là, ça va faire que tu vas le pop, ça va être meilleur pour les algorithmes, tout ça. Et even là, ce que je dirais encore plus, ça serait comme, genre, suivez-moi sur Instagram pour voir mes affaires. Tu sais, je fais des contenus intéressants, j'ai des très bonnes tunes. Mais genre, pensez à comme, quand vous voulez relaxer, chiller, étudier, travailler, juste pensez genre, quel album? Ah ouais, je pourrais mettre l'album de Morse Attack. Ça me ferait très plaisir. J'aime beaucoup le fait que tu dis ça pour de quoi très de chill, très relax. Il y a un usage spécifique. Oui, exactement. Mais en même temps, ce que j'aime, ce que j'ai toujours adoré de ce monde comme Kendrick, des choses comme ça, c'est que c'est le multi-purpose. Parce que tu peux mettre ça dans un background, comme que tu peux t'asseoir en avant des lyrics, puis essayer de decipher des choses, puis décoder le morse. Kendrick, c'est comme ses derniers albums, c'est comme des films. Là. Genre, son dernier, là, genre comme
me suis saoulé un peu, j'étais un peu tipsy, j'ai mis des écouteurs, puis j'ai juste écouté l'album de A à Z. C'est comme une expérience. Oui, là, c'est 100%. dope, là. Ça a tout le temps été, là, To Pimp a Butterfly. Moi, Après ça, il y a peut-être une ou deux tunes qui vont se retrouver dans la playlist, là, mais l'expérience de l'album... Ouais, je pense que ça peut être dit de qu'est-ce que tu fais aussi à son niveau, puis à ses 100%. Je pense que c'est de quoi aller écouter. T'as-tu des... Parlons de... On va revenir en arrière. T'as-tu des tunes, justement, tu parlais d'un peu le style de Rusty One versus le style de Mars Attack. Y a-tu des tunes que tu pourrais dire que tu regretterais? Parce que, à connaître pour qu'est-ce que je te connais, personnellement, en réécoutant certains battles récemment pour faire mes devoirs pour l'entrevue, il y a des choses que je suis comme, je le sais qu'il réécoute ça, puis il fait, Ouais. que j'ai dit là, genre, y a-tu Au- d'autres au- choses au- au niveau de la musique, plus Au que... niveau des tracks, non. Non? Au niveau des battles, absolument. Genre, comme absolument, j'aurais jamais fait ça de même si. Ouais. Tu sais, en toute honnêteté, tu sais, je suis tombé sous l'influence de genre, je dois suivre les codes du rap pour Ah ouais. C'est peer réussir pressure, dans cette arène-là. puis- Puis c'est tellement pas une bonne façon de regarder ça. Mhm. Tu sais, il y a des propos, juste moralement, des propos que j'ai dans mes battles, particulièrement à celui avec Loud, un peu celui avec Bouya aussi. Des propos que je suis même pas. Même quand je l'ai fait, je n'étais pas enligné philosophiquement Ah ouais, hein, avec c'était ça. même pas un genre I was young and stupid, là. Non, tu sais. c'est genre, je suis stupide parce que je fais ça, parce que je pense que c'est la façon que je vais gagner. Vraiment, vraiment mauvaise décision, genre. Y a-tu Ouais, fuck that shit. non, mais c'est 100% légitime. Je pense que d'être capable de se regarder comme ça, avec cet angle-là, c'est vraiment quelque chose qui montre le caractère qui est réel en dessous de ça, tu sais. Fait que ça devient un peu superficiel qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là, surtout avec la manière que tu te reprends Ouais. en A Daily. Est-ce que tu penses que être un rappeur engagé aujourd'hui peut aider autant? Tu sais, aller à l'encontre de ça, aller complètement aller être engagé, parler pour des causes comme ça. Est-ce que, à quel point je vois que tu es beaucoup. Je t'ai partagé beaucoup de choses en solidarité avec la Palestine, ces choses-là. Est-ce que tu penses que ce serait de quoi qui pourrait se retrouver éventuellement dans des tracks? Ça dépend comme de l'inspiration du moment. Tu sais, il y a des choses... Tu le forcerais pas, là, naturellement. Ce serait pas genre, il non, faut que j'en parle, je vais écrire de quoi là-dessus. Moi, Faut que ça personnellement, non. Surtout avec des topics difficiles comme ça. Tu sais, j'aimerais mieux entendre... il y en a d'ailleurs là, qui ont pop sur Instagram, c'est intéressant. J'aime mieux entendre le kid de la Palestine qui nous parle de son histoire Ouais. puis de repartager Ouais. son histoire. Ouais. Si j'avais à parler de ça, je prendrais peut-être un angle plus local, genre comment que nous on le vit dans les médias, là, plutôt qu'aller parler du terrain. Des fois, il y a des trucs qui me frappent. Tu sais, comme un des premiers trucs que j'ai fait, c'était sur des enfants soldats. Puis c'est à cause que j'avais vu un documentaire là-dessus, puis ça m'avait vraiment écrasé l'esprit, tu sais. Puis j'avais juste été inspired dans le moment de ça. Mais ouais, faut que ça vienne, je pense, naturellement. Là. Je serais pas vraiment du genre à... Puis je pense aussi comme... J'adore les gens qui sont engagés, qui prennent une ligne, qui sont surtout très informés sur leur sujet. J'aime pas trop les gens qui sont engagés quand ils sont pas informés sur leur sujet, mettons. Ouais, Comme genre, fais tes devoirs puis ta revue de littérature avant de fucking écrire un mémoire. Là. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Ouais, je pense que j'aime ça, les gens qui sont engagés, surtout quand ils suivent une ligne. Pour moi, je touche beaucoup des thématiques politiques dans mes trucs, mais c'est plus un niveau comme épistémologique, genre comme, c'est pas comme, je veux pas dire aux gens quoi penser ou ma façon de penser, j'aimerais plus comme avoir une réflexion sur comment penser. Mettons Knowledge, Exactement. c'est un j'allais exercice enchaîner sur là-dessus. la consommation de l'information. Puis j'y vais dans les deux sens. Je parle des bons côtés du savoir, mais je parle des côtés dangereux que quand tu t'informes trop puis tu t'abreuves trop à ta propre fontaine, à ta propre source, ça crée des enjeux de pouvoir. La première offense se suffit à ce que tu reçois à ton hippocampe. Exact. J'ai des Voilà. butchers, mais c'est ça. Puis la première barre que je l'ai parlé aussi, beaucoup de détails dans ce que tu fais, surtout justement comme ça. Tu sais qu'il y en a que, des fois, c'est à mauvaise connotation qu'on dit ça, mais tu sais que c'est comme overhead, dans le sens qu'il y a du monde qui vont pas trop s'en rendre compte, mais des fois, c'est comme une bonne chose aussi de. Tu veux pas nécessairement que tout le monde s'en rende compte en premier lieu.
des petits détails que j'avais adoré, là, je pense que moi je t'avais DM sur ça. C'est la première barre de ce verse-là qui dit la découverte. L'origine de toute connaissance, c'est la découverte de l'ignorance. Exactement. Yeah. Tu sais jamais que tu sais pas. Exact. Si tu veux aller, tu sais, si Fait que ça fait partie un peu de ça, tu sais, avec ouais. le monde qui sont pas conscients de ça, mais qui pensent le savoir. Tu sais jamais que tu le sais pas avant que tu Le premier step, mettons, dans n'importe quel travail scientifique, là, whatever, ça va être de dire « Hey, on connaît pas quelque chose, il nous manque une information, on va émettre des hypothèses, puis on va tester les hypothèses. Mais de dire « Il nous manque l'information », c'est la première étape. Ouais, c'est ça. Si tu Si vas tu sais pas pas qu'il manque ça, ben là, justement, t'es dans le Exact. néant. Là. C'est parce que tu oublies tellement de variables et de trucs qu'ils peuvent faire. C'est peut-être aussi des fois, tu sais, comme beaucoup de rappeurs engagés qui sont excellents, mais dans ceux qui tombent dans le piège, c'est un peu l'effet Dunning-Kruger, là, genre de comment, OK, je vais job du Nord parce que j'ai vu un YouTube de telle affaire. OK, bro, va un peu plus loin si tu veux. Tu sais, tu fais une pièce musicale, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui marque dans tout. À moins que tu en fais 40 000 puis c'est moins important, là, mais tu sais, c'est une œuvre d'art, tu sais, nourris-la, puis mets le travail nécessaire. Puis si tu veux être engagé, tu veux passer un message, t'as encore plus une responsabilité d'investir dans cette œuvre-là. Que juste d'en parler ouvertement, comme si tu savais c'était quoi, puis que, bro, t'as pas fait tes recherches, ben là, c'est, bro, tu fais une tonne, genre, Exact. Non, 100%, il y a un niveau de accountability qu'il faut qu'on garde pour ça, là. Absolument, là. On peut aussi switcher sur un... Ça, c'est des bons sujets, d'ailleurs. J'aime ces sujets-là. Oui, 100%. On peut parler aussi d'un petit peu... Tu parlais de politique, là, on parlait plus ce côté philosophie. Veux-tu qu'on parle un petit peu de ce que tu fais dans la vie? Tu parlais de trouver une job, comme ça. Yeah, on sent que si t'étais dans là, j'ai trouvé ma job de rêve. Je viens juste d'être engagé. Je travaillais... les dernières années, je travaillais comme agent de recherche à l'UQAM. OK. Donc, je faisais des recherches sur des phénomènes urbains, transport, logement, principalement, un petit peu de biodiversité urbaine. Mais là, je vais aller travailler comme agent de recherche pour un gros organisme de gestion métropolitaine. Donc, tu sais, je passe de écrire des papiers scientifiques que genre quelques personnes lisent, mais genre en réalité, tout le monde s'en crisse un peu. À genre appliquer, tu sais, faire de la recherche qui va pouvoir être appliquée pour améliorer la vie des gens, tu sais, comme c'est un gros saut pour moi, puis j'ai vraiment hâte de commencer ça. Tu choisis par quel angle tu veux commencer? Y a des choses que t'es pour, t'es contre, que tu suis certains mouvements, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, de toutes parts, là, que ça soit des... C'est des gros bagages à dépacter, tu sais. Ces affaires-là, tout est interrelié, tu sais. Par exemple, on a une crise... Je ne vais pas aller trop en profondeur, mais je vais donner un petit insight. On a une crise... C'est un autre podcast. Ouais, ça sera un autre podcast, mais j'aime parler de ça, fait que je vais donner un petit insight. On a une crise du logement, right? Mais la crise du logement, c'est pas juste une crise du logement, c'est une crise du transport. Ouais. Parce que la première... Tu sais, les gens choisissent le logement, tu sais, le quartier, le look du logement, il est-tu propre à l'intérieur? Mais la considération numéro 1, qu'on s'en rende peut-être compte ou pas, c'est est-ce qu'il est proche de mon emploi? Ouais. Et quand je dis ça, je dis, ouais, tu peux choisir différents quartiers à Montréal, mais tu n'iras pas te choisir un logement à fucking Saint-Hyacinthe ou à Shawinigan si tu travailles au centre-ville de Montréal. Ah ouais, 100%. Fait que la première considération, c'est le transport. Consciente ou pas. Moi, c'est 100% inconsciente, là, après ça. Puis avec le transport, on a des choix à faire. Puis Moi, j'aime pas les gens qui ont des solutions magiques. C'est tout le temps des questions difficiles, la gouvernance. Par exemple, si on veut régler la crise du logement, une solution, ça serait investir massivement dans des infrastructures de transport routier, faire plein d'autoroutes, puis encourager l'étalement urbain. Tu vas faire plus de maisons. Le plus qu'il y en a, le moins que c'est cher. Bon, il y a des considérations pour les coûts des matériaux et tout, mais généralement, en parlant, c'est... Si tu crées des liens de transport vers des terres agricoles qui coûtent pas cher, c'est les terrains la valeur principale d'un logement.
Donc, tu vas régler la crise du logement, mais tu le fais à quel coût? Tu le fais au coût d'avoir beaucoup d'émissions, d'augmenter la congestion fois 1000. Ouais, parce qu'il y a rendre plus ça de demandes. Il y a plus d'offres, en fait, pour les routes, fait que la demande va juste suivre éventuellement. Exactement. Pour le... Et aussi que le système routier, c'est comme un système de plombage, de plomberie. Tous les tuyaux mènent au gros tuyau principal qui est le centre-ville. Les ponts, tu sais, tu peux pas ajouter 10 000 ponts. Ils vont tous passer par là. Surtout pour dans un contexte qu'on est dans une île. Puis même des places qui n'ont pas d'île, comme LA, comme des choses comme ça, c'est en train de... Ça revient au même. Dans le fond, ton autoroute, là, ce qui est important, c'est pas le nombre de voies. Ben, le nombre de voies, ça a une importance, mais ce qui est vraiment important, c'est tes sorties. Tu as combien de sorties, puis tes sorties donnent sur quoi? C'est là que la congestion se fait. Exactement. C'est sur le pont que, tu vois? Juste besoin de jouer à City Skyline un petit peu, puis vous allez comprendre. Voilà. Fait que, tu sais, régler une crise, ça se fait avec d'autres affaires. Oui, et puis, ces autres affaires-là viennent avec des coûts. Fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on priorise? Le bien-être des gens avec le prix du logement, l'accessibilité à l'emploi? Est-ce que c'est l'environnement, protéger nos terres agricoles? Est-ce que c'est réduire la congestion? Tu sais, il y a plein de choix à faire. Même dans ces choix-là, il y a plusieurs manières de les faire. Là. C'est pour ça, si tu parles d'étalement urbain, mais on le fait-tu vraiment avec... On le fait-tu alentour de transport en commun, on le fait-tu alentour de l'auto, on le fait-tu alentour du vélo? Ça pourrait littéralement être une option. Si on c'est drastique, il peut réaliste avec le lobby de... Si on veut changer le mode de transport, tu sais, la ville, là, le cœur, le centre de la ville va toujours être le plus important parce que c'est le point le plus proche de tous les bassins d'emploi. Oui, c'est right? ça. Si tu as plusieurs centres, le centre qui est ici, il y a moins accès aux emplois ici. Ça existe, là, des villes polycentriques, on en a un petit peu ici, mais ton bassin d'emploi principal va toujours être au centre. Fait que tous tes chemins mènent au centre. Puis, c'est comme une roue, hein? Quand tes chemins s'écartent, le plus qu'ils s'écartent ici, le plus qu'il y a d'espace entre le chemin. Fait que là, il faut que tu fasses des branches. Là, ça crée d'autres... Notre crise du logement, c'est parce qu'on est rendu au point que c'est plus soutenable créer des millions de branches puis étaler qu'il faut revenir vers la compacité. Fait que là, imagine ça comme une grosse boule de plasticine. Soit tu peux peser dessus pour l'étaler, ou soit, si tu veux pas l'étaler, tu la concentres dans une boule, puis là, elle monte. Moi, je préfère monter, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, voir des tours ou même des logements de plus que 3-4 étages. Ça les gosse, ils n'aiment pas l'ombrage, ça détruit peut-être des fois le patrimoine. Donc ça, c'est d'autres considérations à prendre quand tu fais ces choix-là. Il n'y a pas de solution magique, comme tu disais au début. Il n'y a pas de genre one fit all, on fait juste tout lancer là-dedans. Faut essayer de c'est comme tu parlais un peu avec la balance des nobles, il faut que tu mettes ça avec un équilibre. Si tu montes lui, l'autre il baisse. Oui, exactement. Puis c'est ça, il y a des variables qu'il faut tout le temps account for. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est on a pris notre boule de plastique, plutôt de la peser puis l'étaler, ou la concentrer puis le monter, on a décidé de ne pas la laisser aller nulle part. On ne veut pas étaler, mais on ne veut pas monter. Fait que là, c'est ça la crise du logement. C'est la boule qui surchauffe parce qu'elle essaie de... La population de, mettons, du Grand Montréal augmente d'environ 30 000 habitants par année. Ça, c'est la population de Chambly qui se fait parachuter à Montréal à chaque année. Là, on était 40 000 avant. Ce monde-là, tu sais? C'est incroyable. C'est ça la crise du logement. Tu penses que... Ce serait quoi ton opinion sur la partie qui est de tous les logements qui sont disponibles, mais hors de prix? Est-ce que ça a autant un gros point à jouer là-dedans ou c'est vraiment juste une question d'étalement? Oui, ça, c'est des complexités. Fait que là, je vous ai donné le basic de numéro 1, l'accès à l'emploi, c'est ce qui est important. Des tours de condos de riches qui sont vides en ce moment qu'on pourrait juste alloquer à un meilleur prix si ça ne serait pas privé. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs complexités à ça. Effectivement, tu veux ta distribution de population de revenus, là, mettons, tu fais des barres, là. Ça, c'est tel revenu, tel revenu, tel revenu, tel revenu. Tu veux essayer d'avoir un marché du logement qui correspond à peu près à ça. Ce qui est très difficile à faire parce que construire du logement à Montréal, ça va te prendre... Si tu es peut-être à Vaudreuil, tu es chanceux 2-3 ans avant que ton logement soit accepté. À Montréal même, avec des gros projets, ça peut prendre plus, 5 ans. Fait que là, tu as plein de considérations. Même pas de début de construction. Là. Même pas de... Exact. Approuvé. Exact. On n'est même pas rentré sur le chantier. Fait que là, tu as des considérations de comment que la démographie va changer d'ici 5 ans. Ça peut changer drastiquement. La COVID, on a bien vu. Ah, ça, c'est fou. Fait que c'est difficile à planifier ça.
Mais il y a quand même des phénomènes du marché qu'on peut voir. Par exemple, à Toronto, ils ont fait le pari de on va garder des unifamiliales partout, mais on va créer des zones proches du transport en commun où est-ce qu'on va concentrer en grosses tours. Ce qui s'est passé, puis ça se passe ici à Montréal aussi, c'est que ces tours-là, ils ont été construites sous un modèle, on fait des tours en pré-vente, fait qu'on essaie de vendre toutes les unités avant qu'ils sont sur le marché. Quand le marché est serré, quand il n'y a pas assez d'offres de logement pour répondre à la demande de tout le monde, bien, c'est un investissement intelligent, dans le sens pour la personne. Fait que là, tu as plein de mamans et papas investisseurs qui ont réhypothéqué leur maison pour acheter une unité de condo pour aller la flip ou la vendre une fois que le bâtiment est fait ou la mettre en locatif. OK? Là, le problème, c'est qu'à cause des taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt étaient très bas durant la COVID, le monde, ils ont surconsommé le logement. Parce que, vu que le taux d'intérêt est bas, tu peux acheter plus que ton vrai budget te permet, dans un sens. Ton paiement mensuel va être réduit parce que ton taux d'intérêt est ridicule. Exact. Mais à la minute qu'on recalcule les taux dans une renégociation, ça va juste skyrocket. Exact. Mettons, tu pouvais te permettre un logement à 50 000, là, le taux d'intérêt a baissé, bien, hey, on va en acheter un à 80 000. À 800 000, excuse-moi. Tout le monde qui a signé leurs hypothèques durant la COVID, là, surtout à taux variable, vous le savez, là, c'est chiant, là, présentement. Mais bref, fait que là, tu as tout ce monde-là qui ont accès à un capital. Ils achètent des unités condos locatives. Ça veut dire que c'est une tour avec des appartements, mais chaque appartement a un propriétaire différent. Ça, c'est du monde souvent qui ont réhypothéqué leur maison, qui ont mis leur fonds de retraite là-dedans, whatever. Et puis là, tout d'un coup, tu as une suroffre de ce produit spécifique-là. Mais ce produit spécifique-là, pour plusieurs raisons, il y a plusieurs problèmes avec ce type-là, mais la façon que c'est fait, les réglementations qu'on a, c'est souvent, tu as des unités qui peuvent juste avoir des fenêtres d'un côté, parce que tu as le corridor ici. Fait que puis tu as besoin d'avoir une fenêtre par chambre. Fait que tu peux pas faire des unités trop en long, en tout cas. Oui, il y a des manières de dessiner. C'est le truc pour que ça soit viable. Fait que là, on se retrouve avec les longues, profondes unités classiques avec la cuisine ici, le salon, la fenêtre au bout. C'est souvent loft, 1,5, maximum 2,5. C'est souvent trop petit pour des familles. Puis là, les taux d'intérêt ont changé. Fait que les gens qui ont acheté ça pour louer, ils peuvent pas faire d'argent parce que il y a une suroffre du produit. Les gens, ils seraient contents de louer ça, mais il y en a trop, fait que la valeur abaisse. Puis là, la valeur est plus basse que ce que ça leur prendrait pour payer leur hypothèque. Fait que là, ils vont se retrouver à juste payer sur... Ils ne payent pas sur leur primary, là, le primaire, ils payent juste sur leur capital. Fait que là, ils sont dans une trappe de dette. Oui, exactement. Fait que là, présentement, à Montréal et à Toronto, on a un phénomène où est-ce que ce type de condo-là, les mini-condos d'investisseurs, est en suroffre et la valeur descend. Là, tu pourrais dire, ben tant mieux, ça va être bon, ça va baisser la valeur pour tout le monde. Mais l'affaire, c'est que c'est des condos. Les gens veulent les louer, mais qui veut acheter une unité comme ça? Le prix n'est pas assez bas pour que ça devienne rentable pour des jeunes professionnels ou des personnes à la retraite de dire « Ah, on va acheter ce produit-là. Fait que c'est là où est-ce que... Avec la suroffre, fait que c'est pas autant un bon move de l'utiliser comme jumpstart pour t'acheter une maison, je t'achète un condo, on vient un peu dedans, quand il a pris la valeur, je le revends, puis je vais... Fait que là, le prix descend, c'est plus une bonne option, donc le prix continue à descendre parce que ce monde-là, ils sortent du monde intéressé. À un moment donné, ça va descendre un threshold où est-ce que ça va peut-être devenir rentable de l'acheter, un bon investissement. Mais là, ce qui arrive, c'est vu que ça arrive, ben, la construction de ce type de produit-là a ralenti dramatiquement. Fait que dans 5 ans, on va être peut-être dans une pénurie de ce type de produit-là. Tu penses que ça a une portion parce que les autres sont basically laissés vacants par le manque de... Présentement, ils sont souvent laissés vacants parce qu'il n'y a pas... genre, il est dans le trap entre trop cher pour acheter ou trop petit pour le prix et pas assez cher... Pas rentable. Pas rentable en location pour le... Fait qu'il est comme dans un trap. Fait que le phénomène, c'est un peu ce qui se passe avec eux qui ownent toutes les grosses portes, mais plus localement avec des personnes individuellement, que vu que c'est comme déductible d'impôt, si je ne me trompe pas, d'avoir une perte de cette grosseur-là, ben s'ils sont incorporés, ils sont capables de le write-off. Les grosses portes, ça, c'est un petit peu différent. Comme les Real Estate Investment Trust... Ils laissent ça dépérir parce que de toute façon, ils font du profit à long terme. Puis,
C'est ça. Les Real Estate Investment Trusts, ceux qui ont plusieurs portes, là, c'est genre les fonds d'investissement immobilier, c'est comme une autre dynamique. Ouais. Là, il faudrait rentrer dans une autre conversation. Exactement. Mais ouais, il y a plusieurs différentes problématiques. Fait que, dans le fond, c'est ça, c'est de comment qu'on crée les conditions pour que l'offre du logement, non seulement qu'il y ait de l'offre, mais qu'il y ait de l'offre adéquate pour chaque catégorie spécifique. C'est très difficile à faire. Présentement, on est dans un système très gangréné, puis on est dans un système qui favorise l'utilisation de la propriété comme un véhicule d'enrichissement. Ouais. Qui est nocif pour tout le monde. Qui est nocif pour tout le monde. Mais on a bâti notre société sur cette idée-là que l'immobilier, ça descend jamais. Fait qu'on va créer la richesse en limitant l'accès. En fait, ce qu'on fait, c'est limiter l'accès à l'emploi, dans le fond. Oui, 100%. Parce que tu as fait le lien avec l'emploi et la propriété, justement. Exact. C'est rendu... Si tu veux avoir accès à un emploi proche, il faut que tu payes le prix. Puis vu que tu payes le prix, ben ça augmente la valeur. Puis tous les gens, tout le monde, là, la crise du logement, là, la majorité des Québécois sont... Ben, je ne sais pas si la majorité sont propriétaires, mais un gros bloc des propriétaires sont plus actifs aux élections. C'est plus eux qui votent. On a un parti politique qui se fout complètement des villes, il est capable de gagner avec juste des votes de région, fait pas trop concerné par les enjeux urbains, quoique la crise du logement se répand en région. Mais tout le monde qui est propriétaire présentement est très content qu'il y ait une crise du logement. Oui, parce que ça tout monte. Ben man, quand tu fais... excuse-moi, mais si... Puis là, je sais qu'il y a du monde qui sont peut-être propriétaires qui vont être fâchés parce que je dis, mais si tu fais du revenu passif qui équivaut plus que le salaire médian, si tu fais plus que 30 000 que ton logement apprécie en valeur par année, là, il y a quelque chose de fondamentalement wrong. J'ai pas de problème avec dire qu'on veut une société où est-ce que si tu maintiens ton logement, tu investis dedans, tu le rembourses, tu t'en occupes, que tu prennes un peu de valeur à chaque année, 2-3 000, whatever, OK, pas de problème. Mais Chris, c'est rendu que ça monte de fucking 100-200 000 en 5 ans, ça n'a pas rapport. Puis en fait, c'est faire à the core, c'est faire du profit sur un des éléments dans la pyramide de Maslow. Là. C'est le logement. C'est là tu fais du profit sur de quoi qui est nécessaire à la survie de quelqu'un. Ouais. C'est du profitage, c'est pour ça qu'ils font du profit. Beaucoup de gens, on le voit pas comme ça. Puis un des problèmes, c'est qu'on se rend pas compte à quel point c'est monsieur, madame, tout le monde là, qui malheureusement une partie pris dans ce problème-là. Co-sign et sont contents que si tout ton argent, ton plan d'investissement pour ta vie, c'est ton logement, ces gens-là ne voient pas ça comme faire du profit nécessairement. Ils voient ça comme « Hey, c'est mon fonds de retraite ». Puis c'est fair et légitime. Mais c'est complexe, il n'y a pas one fit all. Dans la bourse, là, dans des bonds ou des produits stables, puis faire autant d'argent là, que... C'est moins tangible, c'est moins ça. Mais non, mais je pense qu'en somme, on peut se dire que il n'y a pas de one fit all réponse pour genre tout ce qu'on vient de discuter, incluant ces problèmes de manque d'étalement urbain / manque de décision concrète là, pour ça. Si je peux me permettre, puis je suis sûr qu'on va probablement couper un peu les affaires parce que c'est compliqué, mais je veux donner une réflexion pour les gens de base, OK? Bon, il y a des gens qui croient à différents systèmes économiques, là, mais mettons de base que tu dis, si je bâtis quelque chose ou je construis quelque chose, que ce soit une entreprise, une idée, un service, un produit ou quelque chose de physique comme un bâtiment, je pense que c'est légitime de dire que tu as le droit de recueillir les fruits de ton labeur. Right? Comme j'ai construit ma petite maison, whatever, j'aimerais ça que je puisse recueillir les fruits de mon labeur. Le sol, la terre, personne n'a construit la terre. C'est la société qui crée la valeur de la terre. Si un terrain au centre-ville de Montréal vaut cher, c'est à cause qu'il y a à proximité d'emplois. Les emplois, c'est la société qui le crée. Si une maison à côté ici vaut plus cher que l'autre, c'est à cause qu'il y a un parc ici. Le parc, c'est la société qui l'a bâti. Si tu as un terrain à côté d'un métro, ça, c'est les taxes de tout le monde qui ont payé pour ce métro-là, que toi, tu t'en vas la valeur de cet investissement public. C'est ça. Donc,
Ah, c'est un investissement public, non, tu le dis 100%. Exact. Puis le problème, c'est pas nécessairement la rareté de logements. Les logements, on peut les construire en vertical. Là. On peut en construire en esti. C'est la rareté des terres. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais on pourrait, tu sais, le Canada, c'est grand, on peut aller au Nunavut ou whatever. Non, c'est les terres qui sont proches de choses de valeur, dont les emplois numéro 1 et numéro 2, les systèmes de transport pour se rendre aux emplois et aux services. Et numéro 3, les choses comme les parcs, les bibliothèques, les trucs qui sont tous des tu penses trucs qu'à un certain degré, on doit avoir une dissociation du prix, de la valeur du truc? Arrête de- Oh non, non. Tu fais genre 15 minutes. Ah, j'essaie de le finir, mais ouais. Le Ouais, point c'est ça. final, c'est Mais genre... c'est super intéressant. Ah, ça, Pour c'est vrai, genre, je te 100%. réinviterais pour Mais en faut pas- parler. ouais, Ah, non, c'est normal, c'est normal. Je t'ai dit, je pensais que je voulais arrêter d'en prendre Le clou de l'argument, c'est que Ouais. pas de problème on veut encourager les gens à investir, à construire des choses. Mais faire de l'argent sur la terre, ça devrait être... Il y a des façons de faire. Tu pourrais nationaliser, là, que les terres soient... le Singapour fait ça, par exemple. Ou tu pourrais faire quelque chose comme taxer la valeur de la terre à son plein potentiel. Ce qui veut dire que la valeur de la terre qui est créée par le métro, mettons, tu la taxes à 100 % puis tu vas la réinvestir. Chose que, par exemple, le REM, qui vient d'être installé, eux, ils ont ce qu'on appelle la captation foncière. Fait qu'ils prennent une taxe de tous les gens autour du métro, puis ils utilisent ça pour investir. Ça, c'est des bonnes idées. Ouais. Ça, c'est des idées... Oui, parce que ça redistribue. Oui, Exact. c'est parfait. C'est une partie d'une bonne réponse qui est pas qui va faire partie avec d'autres bonnes réponses. Fait qu'en somme, je pense que c'est ça la réponse. Il n'y a pas de solution miracle. Pas de solution miracle, mais il y a des bonnes idées. Oui, des bonnes idées. Une autre bonne idée, ça serait d'aller regarder tout ce que Morse fait, qu'est-ce qu'il drop, on a daily, aller regarder qu'est-ce qu'on a parlé dans la vidéo, que ce soit les choses mythiques du Word Up. Puis aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner à DNR, parce que c'est ce qui conclut notre entrevue. Si tu as des petits shout-outs à faire. Shout out K6A Crew. Hey! Yes. Shout out DNR. Peace out.